Jean-Marc Salmon, sociologue, enseignant, vous venez de publier à Paris un livre intitulé « 29 jours de révolution ». C'est l'histoire du soulèvement tunisien entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011, comme vous l'avez mentionné sur la couverture. D'où cet intérêt pour la Tunisie? Ce soulèvement est finalement la première révolution du XXIe siècle. C'est la première révolution du XXIe siècle parce que c'est la première révolution qui se passe à l'époque où tout devient numérique dans la communication. Et c'est en Tunisie que ça va véritablement s'inventer. Vous êtes venu à la Tunisie par le numérique? Absolument. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur le terrain? Dès le premier jour, le 17 décembre, à Sidi Bouzid, les opposants qui sont au rassemblement qui suit l'immolation de Mohamed Bouazizi, ils se disent qu'il faut que les télévisions étrangères en parlent, et donc on va se servir de la vidéo qui est tournée avec un téléphone portable, on va la mettre sur Facebook, et puis il y a des gens qui vont appeler Al Jazeera et France 24, et par Facebook, ils vont récupérer la vidéo. Et comme il y a des Tunisiens en fait en position de décision dans ces deux endroits, ils vont tout de suite comprendre que 100 personnes qui se réunissent à Sidi Bouzid pendant toute une après-midi, c'est en fait un événement politique. Et ils en font un événement politique, le soir même, c'est à l'écran. Il y avait eu une tentative à Téhéran en 2009. Oui, c'est là qu'on a commencé à expérimenter ce mariage des nouvelles technologies et de la rue. Les opposants à Téhéran étaient mécontents des élections, du résultat des élections, et ils se sont organisés avec Twitter, et c'est comme ça que les télévisions étrangères se sont branchées sur Téhéran. Mais c'est en Tunisie que ça a le plus pris? Oui, parce qu'en Tunisie, c'est devenu systématique. Le soir même, le vendredi soir, en même temps que Al Jazeera diffuse les images du rassemblement, il y a en même temps au téléphone la personne qui a tourné les images, qui est Ali Bouazizi, qui est interviewée en direct. Et c'est un schéma qui va être répété pendant presque tous les jours du soulèvement. Quels ont été, d'après vous, les 6 grands moments du soulèvement, comme vous l'avez décrit dans votre livre? D'abord, c'est une affaire locale dans la ville de Sidi Bouzid. Et puis, vu que au fond, le gouvernement ne veut pas discuter, qui ne veut pas accorder des postes pour les chômeurs diplômés de la ville, pour ne pas être écrasés, les opposants, en particulier les syndicalistes, vont mobiliser les villes autour de Sidi Bouzid. À Menzel Bouzaïen, à Regueb, à Meknassi, etc. Et donc, dans la semaine, la plupart des villes de la région de Sidi Bouzid sont en mouvement. Et puis, les choses vont être incertaines. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui va se passer. Personne ne le sait. Le président Ben Ali rentre du Golfe où il est en vacances. Il essaye de regagner la situation en faisant une intervention. Tout est indécis jusqu'à la rentrée scolaire le 3 janvier où les lycéens de Tala avaient décidé d'aller dans la rue, et ils vont dans la rue parce qu'ils pensent que Tala s'est toujours révolté et il faut se révolter. Et derrière ça, ils vont entraîner Kasserine. Alors là, vous avez une extension du mouvement à tout le gouvernorat de Kasserine. Il y a les morts, et quand il y a les morts, il y a le GTT à Sfax qui décide que ça suffit et qu'il faut aller dans la rue. Et puis la manifestation est tellement importante à Sfax que derrière, Tunis arrive et le président s'en va. Mais sur 29 jours de soulèvement, 24 s'étaient passés à l'intérieur du pays. Ah oui, les affrontements avec les forces de l'ordre ont lieu pendant 24 jours à l'intérieur du pays. Ça montre bien quand même l'ampleur du malaise social qu'il y a dans les régions de l'intérieur où le niveau de pauvreté est important. L'Institut de statistique dit qu'il y a un foyer sur 3 qui est pauvre dans les régions de Sidi Bouzid et de Kasserine. Oui. À travers 10 visites sur le terrain, 100 interviews à peu près, dont près de la moitié à l'intérieur du pays, vous avez relevé l'absence de l'écrit, vous avez relevé l'émergence de l'oralité d'images?
Oui, c'est la grande nouveauté de la révolution tunisienne, parce que dès lors qu'on a les images qui circulent du téléphone portable aux télévisions, les télévisions qui les renvoient, parce qu'évidemment les gens ici écoutaient beaucoup Al Jazeera à l'époque, et donc ils ont tout de suite, toute l'opinion tunisienne a su ce qui se passait. Du coup, les images deviennent le vecteur important. Et d'ailleurs, sur Internet, même sur Facebook, quand après les gens vont se mettre à parler, sur Facebook, on n'écrit jamais que 2-3 lignes. Et puis c'est un langage très parlé. On parle sur Facebook comme on parle sur un téléphone portable, en SMS. On s'écarte complètement de la tradition qui a été inaugurée avec la Révolution française et qui va durer jusqu'au mouvement de 68 dans le monde, où les révolutionnaires pensaient que ce qui était important, c'était l'écrit, les journaux, la textualité, la rationalité. Et avec les images, c'est l'émotion qui va l'emporter. Et donc on rentre dans un nouveau cycle de protestation sociale. L'activation des médias sociaux était élaborée dans un laboratoire étranger ou une pratique naissante en Tunisie qui a été généralisée par ailleurs? Non, les gens de Sidi Bouzid avaient remarqué ce qui s'était passé à Téhéran, ils l'ont perfectionné beaucoup plus, et le modèle qui a été développé en Tunisie va être repris maintenant par les contestataires, les mouvements sociaux dans le monde. On l'a vu tout de suite après Place Taksim à Istanbul, on l'a vu au moment des manifestations contre la Coupe du Monde au Brésil qui ont été importantes, il y avait des millions de gens dans la rue, hein. On l'a vu encore à Hong Kong, le mouvement de la démocratie. C'est fini maintenant. Dès lors qu'il y a un mouvement social important, c'est un mouvement hybride qui est à la fois dans la rue et dans le numérique. Vous avez recueilli des témoignages à ce sujet, des gens qui vous ont dit voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a constaté, voilà comment on a procédé, ou c'est une analyse après événement? Ah non, les gens, on avait conscience. Les gens l'ont fait consciemment, dès le premier jour à Sidi Bouzid. Très consciemment. Ils étaient à peine réunis que déjà les opposants entre eux disaient il faut prévenir Al Jazeera et France 24. Oui. Ces médias sociaux gardent encore leur puissance aujourd'hui? Oui, mais peut-être que de façon plus difficile d'une certaine façon, parce qu'au fond maintenant, il y a eu un effet de surprise en Tunisie. Maintenant, tout le monde a compris que les médias sociaux, la télévision, les images, tout ça est important. Et donc, tous les groupes politiques, tous les gens qui veulent avoir de l'influence cherchent à contrecarrer l'autre, etc. Donc il y a un climat qui est plus désagréable par moments, plus polémique sur Internet qu'à l'époque. Quel est l'apport de votre ouvrage pour enrichir la recherche sociologique sur ce qui s'est passé en Tunisie? Je crois que d'abord pour la Tunisie, ça met en évidence les problèmes de la modernisation en Tunisie. Et je pense que les événements récents montrent bien que les problèmes qui étaient au démarrage à Sidi Bouzid sont toujours là. Hein. Alors ça ne va pas se transformer en révolution comme la fois d'avant parce que le gouvernement est prêt à discuter. On n'utilise pas la force policière de façon extrêmement brutale. On a un gouvernement qui est élu, en plus. Donc, on est dans une situation politique différente. Donc, le mouvement ne va pas forcément se politiser de la même façon. Mais les problèmes sont toujours là et les problèmes s'aggravent avec le temps. Et donc, ça va devenir forcément une question politique de plus en plus importante dans l'agenda politique. Et économique aussi, de développement régional? Le développement régional, bien sûr, parce que c'est la base des questions dans les régions de Kasserine, de Sidi Bouzid, c'est le niveau de pauvreté qu'il y a et l'absence de dynamisme économique. Modernisation et les ratés de la modernisation? Oui, bien sûr, la modernisation n'est pas facile. Évidemment que les gens soient mieux éduqués qu'avant, c'est toujours un progrès, mais en même temps, les gens ont des aspirations, les parents font des sacrifices, et puis il y a pas assez d'emplois de cadres par rapport au nombre de diplômés qu'il y a, et c'est quelque chose qui s'aggrave. Et donc, c'est une question qui devient importante et qui va devenir de plus en plus importante. Et de la même façon, l'agriculture rencontre beaucoup de problèmes dans ces régions. Or, c'est la seule vraie ressource qu'il y a, c'est l'agriculture. Et là aussi, on a des ratés de la modernisation, en particulier à Sidi Bouzid, où il y a eu des plans d'irrigation ambitieux,
Mais en définitive, comme les prix des matières, des denrées premières agricoles sont fixés par l'État, les agriculteurs n'ont pas la rétribution qu'ils pourraient attendre. Et du coup, les petits propriétaires n'y arrivent pas. Les problèmes restent en suspens. Oui, maintenant que les questions politiques sont réglées, le gouvernement va devoir s'attaquer à ces questions. Et je pense que s'il ne s'y attaque pas, de toute façon, les gens vont lui rappeler qu'il est urgent de s'y attaquer. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Autrement dit, l'accalmie qui arrive ne devrait pas conduire à penser que l'affaire est derrière. L'affaire n'est pas derrière. Les gens sont raisonnables, mais les gens attendent des réponses.